nous avons vu comment le droit national en général, et puis en particulier le droit français, s'adapte au droit international. Il faut voir désormais un dernier chapitre consacré à l'utilisation de la contrainte en droit international sur le problème des voies d'exécution. Chapitre 3, la contrainte, les voies d'exécution. Le principe en droit international, on le comprend, consiste à tenir compte du fait que la contrainte est en principe exercée à l'intérieur des différents États. Le droit international se contente donc, pour l'essentiel, de renvoyer aux différents droits internes pour que, éventuellement les coordonner, pour que les procédures d'exécution du droit interne soient mises au service de l'exécution de l'obligation internationale. La contrainte internationale, les sanctions aussi du droit international, comme on les appelle souvent, apparaissent alors comme un dernier recours en cas d'échec des lois ordinaires du droit interne, et l'objectif général étant de repousser, de réduire autant que possible le cadre de l'utilisation de la plus problématique des contraintes, c'est-à-dire la contrainte militaire. Donc, il faut d'abord regarder comment on adopte ces mesures sans emploi de la force, sans recours à la force publique, distinguer de la question de l'utilisation, à proprement parler, de la force, à la fois dans les relations internes et internationales. Alors d'abord, comment est-ce qu'on adopte, comment fonctionne l'adoption de ces mesures coercitives? Section première, coercition, adoption de sanctions internationales. Alors, les sanctions peuvent être collectives, c'est peut-être étonnant, mais c'est l'exception, et elles peuvent être également individuelles, et en droit international, c'est la règle. On va commencer par l'exception, paragraphe premier, les sanctions collectives. Paragraphe premier, les sanctions collectives. Deux cas de figure sont à mentionner. D'abord, le cas des sanctions qui déploient leurs effets à l'intérieur d'une organisation internationale, et puis des autres sanctions, qui sont des sanctions externes, soit dirigées contre des membres de l'organisation, mais à l'extérieur de la sphère purement intérieure de l'organisation, soit vis-à-vis de tiers, par une organisation ou un groupe d'États. Alors d'abord, on a les sanctions internes des organisations internationales. Ce sont des procédures par lesquelles l'organisation sanctionne le membre qui ne respecte pas ses engagements en le privant de certains droits liés à la participation à l'organisation. Des droits à voter, à participer aux réunions, pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Ces techniques existent, ces possibilités existent par des procédures diverses dans différentes organisations internationales. L'article 7 du traité de l'Union européenne prévoit ce système de sanctions en cas de violation grave et persistante des valeurs essentielles de l'Union européenne, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, mais cette procédure de sanction qui peut aller jusqu'à la suspension du droit de vote, cette procédure de sanction est très encadrée, si bien que c'est davantage une dissuasion qu'une pratique. L'article 6 de la Charte des Nations Unies, lui aussi, permet, par un double vote de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, avec droit de veto des 5 membres permanents, permet d'aller jusqu'à l'exclusion d'un membre des Nations Unies. Donc ici encore, c'est le statut de membre qui est en cause, mais ici encore, les inconvénients des sanctions conduisent à rendre l'utilisation davantage comme une menace que comme une réalité. C'est dans le domaine des organisations techniques, notamment des organisations financières, qu'en revanche, ces systèmes internes de sanctions ont une vigueur particulière. Au sein du Fonds monétaire international, par exemple, il y a la possibilité de
de retirer à un État la possibilité de bénéficier des ressources du fonds. Donc il y a un processus de sanction qui existe. Mais, et c'est là qu'on voit l'importance de la pratique, comment elle peut modifier ce que laissaient attendre les instruments constitutifs. Dans le cas du Fonds monétaire international, il y a une autre technique qui s'est installée, c'est la pratique qui l'a installée et qui est autrement plus euh, euh, redoutable, efficace, redoutable pour ceux qui la critiquent, efficace pour ceux qui la soutiennent. Elle consiste à accorder des prêts sous condition de certaines obligations à remplir par l'État, et si l'État ne les remplit pas, on suspend les tranches successives du prêt. On ne prête plus non plus à l'avenir. Donc il y a là une pression financière qui est exercée en réaction éventuellement au manquement éventuel de l'État qui se révèle particulièrement forte en pratique. L'hypothèse grand B des sanctions externes des organisations internationales ou de groupes d'États est plus complexe à apprécier. En principe, c'est l'État lésé qui doit réagir. La réaction, donc le recours aux voies d'exécution, est une affaire individuelle, c'est à la victime, à l'État lésé, de mettre en œuvre les procédures. Les procédures collectives sont donc exceptionnelles. Elles existent parfois vis-à-vis des membres de l'organisation, mais il s'agit d'hypothèses extrêmes. Le cas significatif admis en droit international est le pouvoir du Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les membres. Alors, ce n'est pas des sanctions liées à la participation à l'organisation. Il peut s'agir d'un litige interétatique ou d'une situation intérieure à la suite de laquelle le Conseil de sécurité adopte ces sanctions. Ce dont on parle ici, ce sont les sanctions non militaires. Elles sont permises, prévues par l'article 41 de la Charte des Nations Unies, au sein du chapitre 7 des Nations Unies, ce qui veut dire que le Conseil de sécurité, avec le droit de veto des 5 membres permanents, doit adopter une résolution par laquelle il constate qu'une situation constitue une agression, une rupture de la paix ou une menace contre la paix, et en réaction peut prononcer alors des sanctions ne comportant pas l'utilisation de la force, comme l'organisation d'un embargo, le, le gel d'avoir à l'étranger, la saisine de la Cour pénale internationale, etc. La pratique contemporaine montre que ces sanctions sont en réalité relativement fréquentes. La dernière hypothèse est celle qui est la plus contestée en pratique, c'est l'hypothèse où une organisation, par exemple une organisation régionale comme l'Union européenne, ou un groupe d'États adopte collectivement des mesures de réaction au comportement individuel d'un État. Il y a au fond deux cas de figure dans la pratique des mesures qui ne comportent pas l'utilisation de la force armée. On parle notamment de sanctions économiques, par exemple, de mesures non militaires. Il y a deux cas de figure en particulier. Le premier cas de figure concerne le domaine du désarmement, de la maîtrise des armements, de la prolifération nucléaire, donc du respect du traité de non-prolifération, le TNP. Alors, dans ce type de situation, on le voit dans le cas du nucléaire en particulier, si un État ne respecte pas ses engagements et se dote clandestinement, ou risque de se doter clandestinement de l'arme nucléaire, alors quel est l'État lésé par cette mesure? Tous peuvent se considérer comme lésés, on est dans la logique des obligations dites interdépendantes, et donc on peut comprendre qu'ils se coordonnent, les tiers, qu'ils estiment tous également lésés, pour réagir de façon coordonnée. Un autre cas de figure est celui, alors cette fois-ci plus problématique, car les contours restent
encore à définir, c'est celui de ce qu'on appelle les obligations intégrales. C'est l'hypothèse d'une violation du droit humanitaire, des droits de l'homme par un État. Euh, Est-ce que on peut adopter dans ce cas des sanctions économiques en réaction à ce qui serait la violation de cette obligation intégrale? La pratique le montre. La pratique montre aussi qu'il y a des limites à respecter. Il y a des réactions qui sont provoquées. Et la Commission du droit international, elle, a refusé euh, à ce jour de codifier, d'exprimer une règle pour cette situation, montrant qu'elle entend la laisser à une pratique encore en développement. L'hypothèse normale, paragraphe 2, est celle des sanctions individuelles. Les sanctions individuelles sont les voies d'exécution classiques qui peuvent tendre à contraindre le débiteur récalcitrant à exécuter, c'est l'exécution forcée, ou se substituer à lui lorsque c'est possible, c'est l'hypothèse de l'exécution d'office. Par exemple, lorsqu'on a une créance et qu'on a des avoirs du débiteur sur son territoire, on peut être tenté de saisir cet avoir pour se compenser à la place du débiteur. Dans les différentes hypothèses, le droit international distingue deux cas. Le premier cas est celui qui est appelé la rétorsion. C'est l'hypothèse où la violation du droit international par une partie provoque une réaction hostile, qui est inamicale, qui tend à faire pression, mais en utilisant des moyens qui sont à la discrétion de l'État, des moyens licites. On ne donne plus les visas, on suspend la coopération scientifique, etc. On ne viole pas une obligation. Alors, dans cette hypothèse, celle de la rétorsion, le droit international laisse, au fond, ce qui paraît d'abord comme une pratique diplomatique qui n'est pas spécialement encadrée par le droit international, du moins où précisément les moyens de réaction restent licites. Là où le droit international intervient, c'est lorsqu'on entre dans le domaine de la contre-mesure, c'est-à-dire lorsque l'État lésé par une violation du droit international viole à son tour le droit international pour contraindre l'auteur de la première violation à revenir à l'exécution du droit international. C'est donc dans une logique bilatérale de réciprocité classique que s'instaurent ces contre-mesures. Les grands principes qui leur sont applicables avaient été dégagés en 1928 de l'affaire dite de l'incident de Nolila entre le Portugal et l'Allemagne. À l'époque, on parlait de représailles non militaires, plutôt que de contre-mesures, qui est la nouvelle terminologie. Et la jurisprudence, à partir de ce moment-là, précise que pour que la contre-mesure soit légale, soit acceptée en droit international, en tant que droit d'exécution, il faut d'abord qu'elle soit précédée d'une sommation restée infructueuse, disait-on en 1928, c'est une mise en demeure. On doit demander à l'État récalcitrant de revenir à l'exécution. On annonce, en somme, la réaction, dans l'espoir que la dissuasion, l'annonce de la contre-mesure suffise. Et c'est seulement en cas d'échec, refus de l'État visé, que la contre-mesure pourra être mise en œuvre et elle sera alors soumise au grand principe de proportionnalité. Il faut que la contre-mesure soit adaptée à l'objectif recherché, en adéquation avec lui, au regard de la violation qui a été subie, et donc de l'objectif de retour à l'exécution qui la justifie. Voyez notamment la sentence arbitrale rendue en 1978 entre la France et les États-Unis dans l'affaire de l'interprétation de l'accord aérien de 1946. Par ailleurs, on le comprend, la contre-mesure est un rapport bilatéral, elle n'autorise pas la victime à affecter les droits des tiers, y compris les tiers qui sont la personne humaine, ce qui explique qu'on ne puisse pas, au titre des contre-mesures, violer les droits de l'homme ou le droit humanitaire. Dans le cas de régimes spéciaux qui prévoient eux-mêmes
les conséquences des violations, on comprend également que les contre-mesures soient généralement retardées. Elles ne seront possibles qu'en cas d'échec de la procédure spéciale qui a été convenue. Voilà, on critique parfois les contre-mesures en disant que seuls les forts peuvent utiliser des contre-mesures contre les faibles. La pratique conduit à nuancer ce jugement, car les forts sont aussi souvent des forts économiquement et ils ont des choses à perdre, entre guillemets. Et donc on voit dans le domaine commercial, dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, la possibilité pour un État faible d'avoir des instruments de pression significatifs à l'endroit des États plus forts. C'est en tout cas ce système individuel le ressort ultime, mais encore le socle de la bonne exécution du droit international.